Bon, on ne peut rien. Alors, apparemment, 15-10%, ça paraît faible par rapport à ce qui sort, mais pour nous, c'est beaucoup dans la mesure où nous avions pris une option. L'option qui est que, et ça, c'est là où je salue un peu, je souscris un peu par rapport à ce qui a été dit, le discours tenu hier par notre camarade, notre ami sénégalais, là, le jeune, qui disait que, bon, en fait, il fallait aider ceux qui sont déjà installés à pouvoir aller le plus loin que possible. Nous, c'est une option que nous avons prise pour la petite histoire, et j'en aurais terminé, alors que nous avions identifié, je crois en 2002, 4 élèves qui étaient très bien, qui ont présenté un projet extraordinaire, et tout de suite, il y a eu des bailleurs de fonds qui faisaient partie du membre de jury. On dit, ça nous intéresse. Nous, ça a été notre fierté. On a pris contact avec les parents pour dire, voilà, ok, ça y est, vos enfants ont droit vont bénéficier d'un crédit d'installation. C'était un peu le CBDD à l'époque. Et puis, les parents ont souri, pris individuellement et séparément. C'est-à-dire, ils ont tenu le même discours. Et ça, c'est ce qui a été extraordinaire pour nous. Ils ont dit, vous savez, mon garçon que vous appuyez, c'est très bien l'initiative, mais il n'a que 18 ans. Puisque je dis au passage, l'entrée à l'école à l'époque, c'est entre 15 et 17 ans. Et donc, la formation durant 4 ans, le type sort entre 18 et 21 ans. Et il dit, mais le garçon a 18 ans. Et vous pensez que lui a la capacité de supporter un prêt de 4, 5, 10 millions? Non, mais encore qu'il a des difficultés pour gérer le petit argent de poche que je lui donne, donc ce n'est pas possible. Donc, ce que vous pouvez me faire par contre, c'est de l'aider à pouvoir s'inscrire au niveau 2. Ça lui permettra vraiment de se mériter, tout comme si on avait besoin de faire 8 ans de formation avant de pouvoir s'installer à l'auto-emploi. Ça, c'est une autre question sur laquelle on va pouvoir revenir. Et donc, nous avions dit, si tel est le cas, avec les expériences que FIDA et d'autres, Danida, dans le cadre de l'installation, on a eu, parce que des gens ont pris des sous, ils n'ont pas pu s'installer, ils ont fait autre chose avec. Nous avions dit non. Si on veut vraiment donner du sens à cela, il vaut mieux encourager ceux qui sont déjà dedans pour qu'ils servent d'exemple pour les autres. Et comme avec notre système de les connecter à l'école, ça va leur permettre. Et comme ça fait que de 2, 3, 4, chaque année, on a toujours quand même un petit nombre qui les rejoint, de sorte qu'aujourd'hui, ils sont autour d'une 50aine installés. Bon, ça, en 10 ans, ce n'est pas beaucoup, mais au moins c'est la durée dans l'installation qui est le plus important. Et ce que ça produit, parce qu'ils ont un revenu qui fait 4 fois au moins le revenu de leur équivalent, de leurs collègues qui ont choisi d'aller dans la fonction publique. De manière qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à un phénomène de retour pour dire attention, mais que nous allons revenir pour pouvoir installer un peu notre... Alors, il y a maintenant, à côté de nous, puisqu'il ne faut pas être orgueilleux, il y a les autres aussi, hein. Donc, il y a les formés installés qui se sont constitués en association. Nous avons dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne fallait pas les lâcher. Donc, on les a constitués ce n'est pas en coopérative, mais dans une association qu'ils appellent l'AGED. Je crois que Khalid est là, il sait bien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un temps de partage et nous arrivons à les accompagner dans les petites difficultés. Non pas pour leur donner la formation, on dit, vous avez telle difficulté, allez vers tel organisme, allez vers ça, vous pourrez aller trouver la solution. Donc, c'est notre contribution en tant que structure de formation à les aider à se maintenir le plus durablement dans l'installation. Et donc, de sorte qu'aujourd'hui, ils ont formé quand même une masse critique qui, avec des impacts très visibles sur le système de formation professionnelle aujourd'hui, parce que c'est eux qui sont utilisés pour les témoignages. Au niveau des centres de formation rurale, qui est un autre dispositif, les taux d'installation varient entre 8% et 10%. Bon, mais c'est un dispositif qui est en extinction, parce que là, ça ne marche plus. Il y a plus sur la centaine un peu qui avait été créée. Il ne reste que 2 ou 3 qui fonctionnent en ce moment aujourd'hui, pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Le centre Songhai, qui, avouons-le, au départ, a le taux d'installation le plus élevé, mais pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, 2 ans après, beaucoup quittent tout simplement, non pas parce que la formation n'est pas bien, parce que c'est notre premier partenaire en termes de consolidation des acquis en matière pratique pour nos élèves, mais étant entendu que le Songhai, c'est un système intégré, où on fait tout et tout est à l'intérieur, l'élève ou l'apprenant qui sort de là, n'ayant pas la possibilité de reproduire à l'identique ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas la possibilité de reproduire le système Songhai, il est obligé de s'appuyer sur un pan. Je vais faire simplement l'élevage de volailles, l'élevage de ponte, mais l'élevage de ponte est intégré dans un système sur lequel il a été formé, mais sorti de là, il n'arrive plus au contact des premières difficultés, il décampe,
Et comme ils sont sollicités ailleurs pour être chefs d'exploitation dans des fermes, ce qu'on a appelé les néo-ruraux, qui achètent les parcelles, c'est-à-dire les douaniers, ceux qui ont les moyens et qui ne peuvent pas, et qui ont les terres, qui créent des fermes, eh bien, ils s'en vont. Et c'est pour ça que je parle un peu d'un taux moyen et régressif. Alors, quelles sont les améliorations possibles? Bon, alors, d'abord, avant d'en arriver au niveau des améliorations, je dis, eh bien, pour avoir fait tout ça là, il fallait quand même que je continue l'expérience. Donc, moi-même, j'ai pu créer une petite ferme, bon, ça fait 4 hectares, avec un peu tout pour dire il faut que je sois une manière d'être toujours connecté à la chose et de continuer de recevoir un peu, d'appuyer ceux-là qui sont installés et de savoir de quoi on parle. Parce que vous ne pouvez pas donner des conseils aux gens si vous-même, vous ne faites pas un peu l'expérience. Un peu pour dire aussi que c'est vers là qu'on doit pouvoir tendre. Parce qu'un des fléaux dont souffre un peu l'enseignement technique au Bénin, surtout agricole, nous avons pratiquement 90% de ceux qui enseignent, qui ne savent pas de façon concrète comment ça se passe, ce qu'ils enseignent aux enfants. Ce qui pose que la formation est plus théorique que pratique. Et donc, ce qu'il y a comme amélioration, c'est un peu tout ce que nous avons, c'est la synthèse de tout ce que nous avions vu ici, hier, c'est de revoir un peu les référentiels de formation avec une meilleure implication des apprenants, rechercher une meilleure implication des collectivités locales, parce que ce que nous avons fait, c'est atypique. Bon, mais si on voit un peu le processus normal, il faut remettre en cause carrément le dispositif et voir comment changer d'échelle et faire en sorte que ce soit quelque chose de plus admis. Et ensuite, avec les collectivités locales, les producteurs, les entreprises agricoles dans la formation de l'insertion. Et puis, ensuite, introduit dans l'approche pédagogique l'interdisciplinarité, et ça, c'est absolument indispensable, parce que là, on se rend de plus en plus compte, et la culture du projet d'établissement qui n'est pas connue. Je vous remercie. Merci Marcelin. Donc merci, on voit qu'on aborde déjà les questions de pédagogie, d'outils d'ingénierie de formation avec les référentiels, les projets d'établissement, les questions de gouvernance et d'implication des différents acteurs. Donc je vais vous donner la parole pour réaction, questions et approfondissement, si vous souhaitez. Bonjour à tous, Sylviane du programme FormaProd à Madagascar. Merci et félicitations pour la présentation d'abord. Et ma question concerne surtout l'intervention du réseau phare Bénin que Marcelin a dit tout à l'heure. Comment est-ce que le réseau phare intervient dans la formation et l'installation? Est-ce que ce sont les membres qui interviennent chacun dans chaque domaine qui les concerne, ou est-ce que le réseau a une intervention particulière tant dans la formation que dans l'insertion des jeunes formés? Merci. Oui, ok. C'est quoi ça va? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, je dois préciser ceci que le réseau dont j'ai parlé n'est pas le réseau phare. Le réseau phare est venu bien après. Ça a été mis en place en 2005 et dont je suis membre. Maintenant, au niveau du Bénin, le réseau travaille beaucoup plus sur le plan national qu'au niveau on est en train de travailler dans le sens de pouvoir refondre un peu tout le dispositif. Mais par rapport à l'expérience précise, le réseau dont j'ai parlé, vous vous rappelez hier, on a dû parler des réseaux géographiques. Vous savez, en France, il existe, dans les missions qui sont assignées aux établissements français, il y a la mission de coopération. Et donc, chaque établissement français a le devoir, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais il lui est demandé d'avoir un partenaire au sud ou ailleurs avec qui il travaillait. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avions fait un réseau, dont on a fait du moins un partenariat avec un lycée agricole français. Et c'est dans le cadre de ce partenariat-là que les efforts qui ont été investis dans le sens d'améliorer la formation et l'installation des jeunes ont été consentis. Voilà, c'est ce que je voudrais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Merci. D'autres réactions? Oui, derrière, Betty.
Oui, bonjour. Je voudrais d'abord remercier Marcelin pour la qualité de son exposé. Et je voudrais généraliser un peu les réflexions parce que je pense que ce qu'il a vécu, en fait, concerne beaucoup d'établissements qui sont au départ des établissements de formation de techniciens qu'on a cherché à reconvertir à une certaine période. Donc je constate que vous êtes allé très loin dans cette volonté de reconversion, puisque vous avez choisi de repartir sur un nouveau cursus qui était au départ une volonté de former des exploitants dans ces écoles qui formaient au départ des techniciens. Et on se rend compte à la fin que finalement, on peut se poser beaucoup de questions sur la façon dont votre établissement a été perçu et continue à être perçu en fait par les jeunes qui y entrent, et par les parents aussi des jeunes qui y entrent. C'est-à-dire qu'on a beau reconvertir l'établissement, il est encore perçu comme un établissement qui forme des techniciens qui vont trouver plutôt des places de cadres, même si on a fait une énorme mue en interne et qu'on a repris tout le cursus. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que vous avez constaté ça à la fin, ou est-ce que vous avez pu le suivre, et quelle est la place, je dirais, du suivi des motivations des jeunes qui entrent dans le processus de sélection, Est-ce que finalement le fait d'être resté sur un concours plutôt que dans une sélection après entretien sur les motivations, ça n'a pas quelque part freiné la reconversion de l'établissement? Oui, merci beaucoup. Et ça, c'est une question très, très intéressante. Alors, je voudrais dire que, malheureusement, comme je l'ai dit, c'est une expérience qui reste, qu'on le veuille ou non, une initiative d'une équipe de personnes, parce que ce n'est pas le Bénin, au moment où nous faisons cette expérience, comptait 2 lycées, dont le nôtre, et 4 collèges, dont le nôtre aussi, parce que nous avions les 2 niveaux. Ben, cette expérience n'est pas dupliquée dans les autres établissements. Bon, alors, la première des choses, c'est que le système de recrutement n'a pas changé jusque-là. C'est resté parce que ça, c'est l'État qui s'occupe de ça. Donc, les conditions d'entrée, les conditions de n'ont pas du tout changé. C'est nous qui avons voulu juste, en attendant de porter ce débat-là au niveau national pour un peu revoir tout le dispositif, comment il faut au moins quand même avoir des résultats à partir du nouveau cahier de charge qu'on nous a donné, qui est de pouvoir produire des enfants, enfin des jeunes qui s'installent à leur propre compte. Bon, alors, est-ce que, par contre, au niveau des parents, il faut dire que, du point de vue de la notoriété, ça reste quand même l'établissement qui a été le plus sollicité. Même après mon départ, je suis parti, bon, mais j'ai déposé ma valise professionnelle dans la fonction publique depuis le 1er janvier 2013. Ben, ça a continué toujours et je sens quand même qu'il y a cet engouement-là. Surtout, non pas parce que bon, ben, l'équipe est partie, mais l'élément fondamental qui a continué à donner du crédit à l'école et à l'initiative, c'est le fait qu'on ait réussi à connecter les jeunes qui sont installés toujours au niveau de l'école et qui servent d'exemple. Et aujourd'hui, le ministère les a légitimés. Et donc, c'est eux qui passent, on a fait un documentaire, et c'est leur exemple, c'est leur modèle qu'on fait passer. Et donc, ça fait que ça déteint positivement sur quand même la notoriété au niveau de l'école. Mais il va sans dire que, tout à l'heure, j'ai parlé de la question liée au profil d'entrée, la question de comment beaucoup plus tourner l'établissement vers les enjeux du territoire, ça reste des questions essentielles qu'on n'a pas encore réglées. Donc, voilà ce que je voulais dire, monsieur. Merci Marcelin. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, au milieu. Oui, bonjour, Gabi Wamfler. Je travaille en CFPPA, donc en formation adulte, et je suis également conseillère à l'installation dans le parcours installation aidée dans le Bas-Rhin, donc dans le nord de la France, nord-est. Et je voulais non pas poser des questions, mais apporter un témoignage, une expérience. La première chose qui m'a frappée, c'est que vous posiez la question de l'âge en disant, une des pistes d'amélioration, c'est peut-être effectivement, ou disons, une des explications qui fait qu'on n'a pas autant d'installations qu'on le souhaiterait, c'est que les jeunes sont trop jeunes
pour prendre leur projet en main, pour gérer de l'argent, etc. Et nous, on constate exactement la même chose chez nous. On a un public d'adultes qui, normalement, a déjà eu une expérience professionnelle et qui revient vers la formation agricole. Et on les a entre 18 et 40 ans. Et là où on a les meilleurs résultats, c'est sur la tranche 25-35 ans. Et quand j'entends résultats, j'entends installation durable. Et la tranche 25-35, ce sont des gens qui sont maintenant capables de prendre leur projet en main, qui viennent avec un projet, c'est le leur, c'est pas celui de leurs parents. Ils y ont réfléchi. Donc, c'est là qu'ils vont profiter, mais complètement de la formation. Alors que la tranche 18-25, elle est plus ou moins là, je dirais par défaut, parce que les parents ont un projet de reprise, et eux-mêmes, même à 20 ans, ne sont pas encore dans cette problématique et dans cette envie de créer et de porter des responsabilités. Après, la tranche 30-35 nous pose un autre problème, parce que là, il y a la famille qui rentre en jeu, il y a le conjoint, la conjointe, les enfants. On a moins ce problème dans les 25-30 ans, et il faut vraiment intégrer cette question-là aussi, parce que le porteur, s'il n'est pas porté par sa famille, n'aboutira pas. Donc, à chaque tranche d'âge, il y a une problématique différente, mais là où la formation me semble la plus profitable, c'est vraiment chez nous, dans notre contexte. Donc ça, c'est à adapter à chaque territoire, à chaque problématique, mais c'est vraiment au-delà des 25 ans. Et c'est là que vraiment, il va nous poser plein de questions, nous emmener très loin dans la réflexion. Ça, c'était le premier rapport que je voulais faire. Et vous avez aussi posé la question des formateurs, de leur profil et de leur capacité à transmettre des savoir-faire. Alors nous, on a un panel de formateurs assez divers. On a des gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs et qui vont tout de suite commencer à transmettre leur savoir. C'est bien. Mais à mon avis, il manque une dimension vraiment pratique. Je l'ai testé, je l'ai pratiqué. Et puis, on a des formateurs qui ont eu une vie avant d'être formateurs. Et ceux qui fonctionnent le mieux, qui vont être le mieux entendus, c'est ceux qui ont pratiqué, c'est ceux qui sont agriculteurs et qui trouvent du temps à nous consacrer en formation. Et on essaye de compléter ça par un large dispositif d'intervenants, de visites, de stages, plusieurs mois de stage. On a une formation qui dure 2 ans, mais sur les 2 ans, on a 16 mois de stage et 8 mois en salle. Et c'est cette formation qui fonctionne le mieux. C'est celle, à mon avis, qui va le mieux préparer nos futurs agriculteurs. Donc vraiment impliquer, donner énormément de place au stage, impliquer les maîtres de stage dans les évaluations pratiques, c'est ce qui est le mieux perçu par nos stagiaires aussi et le mieux accepté. Merci beaucoup. Oui, non, je vais juste un petit mot avant qu'on ne réagisse. C'est si pertinent ce que vous aviez dit, que bon, nous sommes limités par le temps. Sinon, j'ai des statistiques qui confirment un peu tout ce qu'on dit là. En fait, nous avions curieusement constaté, vous savez, je dis entre parenthèses, l'entrée, il y a 2 entrées pour les écoles d'agriculture au Bénin. L'entrée par voie de concours et puis l'entrée par voie d'études de dossier, inscription à titre payant, ceux qui payent un peu leur formation. Et qu'est-ce que nous avions constaté? De 2005 à 2010, donc sur 5 ans, nous avions constaté que tous ceux qui entrent par la voie du concours, à 95% sont des fils d'agriculteurs. Et c'est à 95%, c'est eux qui continuent les études universitaires, qui ne sont jamais allés vers le truc d'installation, curieusement. Ensuite, nous avions constaté que, par contre, ceux qui vont vers l'installation, c'est les enfants quand même de fonctionnaires, de douaniers, qui, eux, ont cru à l'agriculture, qui ont acheté des terres et tout ça, et qui veulent que, comme il n'y a pas un système de reprise d'exploitation chez nous, c'est plutôt un système de, j'envoie mon garçon, puisque moi-même, n'étant pas du secteur agricole, je l'envoie apprendre le métier d'agriculture, et puis il va pouvoir gérer un peu ce patrimoine que je lui ai laissé, soit pour lui permettre de se débrouiller, parce que je crois à l'agriculture, moi. Donc ce n'est pas forcément l'enfant qui a cru, mais c'est le parent qui l'oriente, vous dit, bon, voilà, tu vas et tu le fais. Et donc, les meilleurs taux d'installation que nous avions eus, c'est parmi ceux-là. Autre chose qu'on a dû constater, c'est quand même que si on prend globalement tous les jeunes qui ont réussi à s'installer sur la centaine, par exemple, je donne un exemple, sur 100 jeunes qui sont installés, toutes professions gardées, on s'est rendu compte que plus de la moitié
sont des gens qui n'ont pas fait une formation initiale en agriculture, mais qui ont un très bon niveau fondamental. Il y a des gens qui ont fait des études universitaires, qui ont fait l'anglais, qui ont eu une maîtrise d'anglais, une maîtrise de tout, et qui ont souhaité aller retourner un peu à la terre. Et ceux-là, ils ont commencé, et ils viennent à partir un peu des modules qu'ils définissent à partir des blocages qu'ils ont, de quoi ont-ils besoin, et ils viennent en formation un peu à la carte, prendre un peu ces informations. Et c'est ceux-là qui sont le plus restés. Voilà un peu des expériences un peu variées. Et donc la question d'âge, c'est une question qu'il faut revoir parce que, et aussi au-delà de cette question, pour le cas du Bénin particulièrement, où aujourd'hui il faut clarifier le paysage de la formation professionnelle, nous avons quand même le centre Songhai qui est en partenariat avec le PNUD. Eh bien, ça fait 23 milliards de francs qu'on a déversés pour former des gens à l'auto-emploi. Eh bien, donc, c'est eux qui se chargent un peu de la formation de ces jeunes-là. Alors, il va falloir redéfinir quel va être le rôle et la place des lycées qu'on continue de multiplier dans le processus un peu de formation. Est-ce que nous allons aller vers le même objectif, mais avec des moyens différents, ou alors faudrait-il redéfinir un peu quel doit être le... Donc, ça, c'est à cette clarification-là que nous sommes en train de nous employer. Merci. Merci. On va prendre une dernière réaction, tout en haut. Merci. Juste une question pour poursuivre, disons, dans le sens, dans votre sens maintenant. Bon, vous avez une image extraordinaire et cette équipe a fait un travail énorme qui a été suivi par beaucoup de monde pendant des années. Vous avez tiré beaucoup d'analyses, de conclusions, de choses intéressantes et très argumentées en plus. Qu'est-ce qui se passe au niveau national? Quelle a été, disons, l'implication, enfin les résultats, disons, de vos analyses? Ça a été diffusé dans le système national? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que vous avez pu les défendre? Qu'est-ce que ça a pu modifier au niveau national? Et comment vous y êtes pris pour arriver à faire des modifications, s'il y en a eu, finalement, sur l'ingénierie de la formation? Merci, M. Folliot. Oui, l'implication, elle est lente et difficile parce que autant tout le monde dit oui, c'est bien, ça c'est une expérience qu'il faut vraiment... mais le politique, dans sa vision, autre que le résultat tel que nous le percevions, ne permet pas vraiment d'aller encore dans ce sens-là. Je veux dire quoi? Quand on partage... ça n'a pas été facile, c'est avec le ministre qui a été là, on lui a dit, bon, écoute, vous ne croyez pas, tout le monde parle, puisque qu'on le veuille, non, je n'en veux pas au centre Songhai. Ils ont leur modèle et absolument, c'est un centre important. Mais je voudrais que, c'est un des rôles, c'est pour cela que nous avons été sur ce terrain-là, pour dire, au-delà de centre Songhai, il y a des modèles de formation, il y a d'autres types de formation et il va falloir qu'on tienne compte un peu de tout ça là à l'échelle nationale pour pouvoir tirer de meilleures leçons. Et donc, dans ce partage, ce n'est pas facile parce que quand même, en termes de formation professionnelle agricole, il y a Songhai qui fait un écran et qui ne permet pas, même au niveau étatique, qui ne permet pas vraiment de prendre en compte les aspects qui sont liés un peu à la formation professionnelle continue. Je vous donne un petit exemple. Le ministre qui est venu au niveau du lycée qui a dit ça, c'est très bien, c'est une bonne chose. Il est allé voir chacun de ces installés-là et on a fait un reportage là-dessus. Puis après, en conseil des ministres, il dit, bon écoute, je crois quand même que, et si on a pu donner 23 milliards au centre Songhai, s'il suffit simplement qu'on donne 200 millions à ces établissements-là pour les encourager dans ce qu'ils font, on va aller le plus. Mais le conseil des ministres n'a pas suivi. Et donc, dans ces conditions, on ne peut pas aller plus loin. Mais, pour autant, nous ne sommes pas en train de baisser la garde parce qu'il y a le problème qui est là aujourd'hui, que ceux-là qui sortent, ils forment une masse critique. S'ils n'arrivent pas à s'installer, si on n'arrive pas à réorienter les choses, la bombe va s'éclater elle-même. Donc, on n'est pas découragé. L'impact est lent. Au moins, l'impact réside dans la reconnaissance de ceux-là qui ont réussi et qui font la différence et l'État participe à les encourager, à les mettre, disons, en vision pour que ce soit connu. Mais changer systématiquement, aller vers le changement un peu de posture, le cadre est tracé, tout est là, mais on n'est pas encore eu le courage politique d'aller dans cette direction-là. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Donc c'est un peu rythmé, mais on va essayer de tirer le maximum de toutes les expériences. Donc je vais
inviter Monsieur Abdoulaye Ba à nous faire part de son expérience également. Donc Monsieur Ba est membre actif et membre fondateur de la Confédération nationale des organisations de producteurs de Guinée-Conakry et fait partie activement aussi de l'émergence du réseau phare de Guinée. Donc je vous laisse la parole pour nous parler également de ce lien entre formation et installation. Alors je ne sais pas si vous souhaitez plutôt être là où... Voilà. Merci beaucoup, Carole. Bonjour à tout le monde. Pour ce qui concerne la Guinée, je voudrais présenter en fait le dispositif de formation professionnelle et ce que le réseau phare a commencé à percevoir après sa mise en place, malgré que le réseau soit encore jeune. Juste, je voudrais faire un bref aperçu du réseau phare parce que c'est un réseau qui vient d'être émergé et puis il y a eu l'accompagnement de l'association internationale à l'occasion de laquelle on a reçu au moins 2 missions. Ensuite, il y a le contexte agricole et comment se pose la question de l'installation des jeunes aujourd'hui en Guinée et la présentation des dispositifs. À l'intérieur de cette présentation, on verra un peu les contraintes et puis comment la formation se déroule. Et il y a une conclusion qui va poser en fait la problématique sur les perspectives qui sont aujourd'hui en vigueur. Au niveau du réseau phare en Guinée, de 2005-2008, déjà la Guinée a commencé à rentrer dans le processus. Et en septembre 2011, il y a eu une mission qui a été réalisée qui portait sur quelle forme d'apprentissage mettre en œuvre pour répondre aux objectifs de formation des populations rurales en Afrique. Donc déjà, la question qu'on est en train d'aborder aujourd'hui était dans la dynamique. Et en mars 2012, il y a eu une mission du réseau phare international qui est arrivée, où il y avait Marc, que je vois dans la salle, et il y avait encore Bertrand. Et depuis le 23 avril 2013, il y a eu la tenue de l'Assemblée générale constitutive du réseau pour lui donner vraiment un caractère formel. Maintenant, la mission du réseau phare Guinée, c'est vraiment de contribuer dans l'élaboration et ou l'adaptation et la mise en œuvre des politiques en matière d'emploi, d'enseignement technique et de formation professionnelle, de développement agricole et rural en Guinée, parce que c'est un secteur qui est subdivisé en beaucoup de départements ministériels. Donc c'est important de trouver un cadre qui va mettre l'ensemble de ces départements en concertation, en réflexion pour construire des dispositifs mieux adaptés. Bon, les objectifs, peut-être je vais passer parce que ça va être partagé au niveau du site. Mais quand même, les membres, c'est important de dire qu'il y a des organisations professionnelles au niveau national, au niveau régional. Il y a les directions générales des départements concernés, agriculture, élevage, pêche. Il y a aussi les institutions de formation agronomique, les écoles nationales d'agriculture et d'élevage en Guinée, et puis il y a l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire. Et il y a des ONG d'envergure vraiment nationale. En termes de contexte, c'est qu'en Guinée, il y a le document que le président Pierre Angot parlait, le document de stratégie de réduction de la pauvreté. La Guinée aussi dispose d'un document. Et de ce document, il est sorti la politique nationale de développement agricole. Et il y a le programme national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire qu'on appelle PNIASA. Mais il y a une loi d'orientation agricole aussi qui est en cours d'élaboration. Mais au niveau du document de stratégie de réduction de la pauvreté, il y a eu quand même des constats qui sont ressortis. C'est que l'enseignement technique et la formation professionnelle se caractérisent par l'inadaptation de la formation par rapport aux besoins du marché de l'emploi. Là, c'est selon les réactions ou les retours que les utilisateurs des produits formés ont eu à formuler. Il y a une faible insertion socio-professionnelle des diplômés, parce qu'à la fin de la formation, pratiquement, il n'y a pas un dispositif de suivi de l'insertion pour pouvoir évaluer et accompagner les jeunes qui sont vraiment dans le besoin. Il y a encore un autre aspect, c'était la faible présence des filles dans ce taux d'enseignement. Si l'agriculture n'a pas été attrayante, c'est pratiquement, certainement pas les filles aussi qui vont aller vers cette agriculture-là. Il y a une part importante de la population qui reste peu ou pas formée. Là, quand on rentre dans les organisations professionnelles qui réunissent beaucoup de producteurs,
on trouve que vraiment le taux d'analphabétisme est vraiment élevé. Et c'est ce qui fait que le pays enregistre un déficit important d'ouvriers qualifiés, d'où l'importance du chômage qui prévaut en dépit du processus d'implantation de nouvelles filières. Parce qu'il y a de nouvelles filières post-primaires, post-collège, avec d'autres métiers, mais de toutes les façons, il y a toujours des difficultés. Mais le dispositif qui existe aujourd'hui, les domaines de formation, c'est généralement agriculture et élevage. Mais il y a 4 écoles d'agriculture et chaque école se spécialise dans un certain nombre de groupes de filières. Le recrutement des apprenants, c'est par voie de concours. Et le niveau, généralement, il y a le niveau BEPC pour former les sortants de type A et le niveau baccalauréat qui forme le type B. Les formateurs, ce sont les fonctionnaires de l'État, soit par embauche directe, soit par voie de concours. Et il y a aussi des vacataires qui sont en fonction pendant, disons, 2 à 3 ans. S'il y a opportunité de recrutement, ils intègrent et sinon, ils s'en vont.